l'attention sélective est un rétrécissement perceptif. Puisque notre cerveau perçoit plusieurs stimuli à la fois, il sélectionne uniquement l'information significative à la réalisation d'une tâche. En d'autres termes, on focalise sur les stimuli importants. On néglige l'information non pertinente de notre environnement. On traite l'information sur 3 étapes. La première, l'identification du stimulus. La deuxième, la sélection de la réponse. Et la troisième, la programmation de la réponse. Pour mieux comprendre, voici l'histoire du petit Jimmy qui veut prendre un verre de café. La première étape consiste à l'identification du stimulus. En dépend du nombre d'informations sensorielles pertinentes ou non, cette étape peut demander de l'attention ou non. Nos récepteurs sensoriels captent les stimuli utiles à la tâche. Les yeux de Jimmy regardent le verre, la cible, et des zones précises du cerveau, le cortex somesthésique primaire et le cortex pariétal, localisent l'effecteur qui est, dans ce cas-ci, son bras droit. D'autres zones du cerveau participent à l'identification. Grâce au neurotransmetteur noradrénaline, le cortex cingulaire antérieur, les ondes préfrontales et dorsolatérales et le noyau codé s'échangent l'information. La deuxième étape est la sélection de la réponse. Comme cette situation est familière pour Jimmy, le choix est pratiquement automatique et requiert peu d'attention. Il sait ce qu'il doit faire pour boire du café, aller chercher le verre. Cependant, dans une situation inconnue, Jimmy aurait besoin de plus de temps et de concentration pour sélectionner une réponse. Le nombre de réponses possibles et la compatibilité stimulus-réponse expliquent ce phénomène. La troisième étape est la programmation de la réponse. Il planifie donc la trajectoire du mouvement à l'aide des cortex pariétal et prémoteur. Les cortex prémoteurs et moteurs primaires prennent la relève et programment les articulations impliquées, l'ordre et la durée de chacune des contractions musculaires pour prendre le verre. Et c'est comme ça que Jimmy est arrivé à prendre une gorgée de café. Qui dit traitement de l'information dit temps de réaction. En gros, c'est le temps nécessaire pour répondre à un stimulus. Plus le stimulus est familier, moins le temps de réaction est long. L'objectif de l'apprentissage est d'automatiser la sélection et la programmation de la réponse. Dans ce cas, le temps de réaction serait très court. Dans le monde du sport, c'est une attention sélective aiguisée, des réponses très compatibles à l'information et une automatisation du mouvement qui différencie les professionnels des novices. Il est maintenant temps de parler du temps de réaction. Le temps de réaction s'étend sur l'ensemble des 3 étapes, sensorielle, cognitive et motrice. Le temps de réaction peut varier. Si la décision doit être prise face à un danger, celle-ci sera très rapide. En tout temps, la prise de décision implique l'émotion. En effet, elle permet d'établir les différentes conséquences de la réponse, puisqu'elle est étroitement liée à la mémoire. Cependant, dans la mesure où l'individu est dans une situation où il y a suffisamment de temps pour traiter l'information et qu'il doit évaluer les conséquences des différentes alternatives potentielles, les émotions vont avoir une plus grande influence sur la réponse. La personne évalue alors les différentes décisions selon ses différentes valeurs et ses préférences. Pour prendre la décision, les systèmes nerveux central et périphérique jouent un rôle important. L'aire préfrontale du cerveau analyse l'information concernant la perception de l'individu face à une situation. C'est également à cet endroit, grâce à son expérience, qu'il sera possible d'établir les conséquences de la réponse. Suite à l'identification des stimuli, les émotions vécues, engendrées par la réponse, sont liées à l'amygdale. L'amygdale enverra de l'information au système moteur afin qu'il ajuste la posture et les expressions faciales de l'individu pour ensuite envoyer un signal au système endocrinien qui émettra des hormones, neurotransmetteurs, changeant le côté mental de l'individu.
C'est une forme de feedback quant à la prise de décision. Lorsque les conséquences reliées à la prise de décision sont intégrées par le cerveau, celles-ci sont envoyées jusqu'au système limbique. Lors de la réception de ce message, il y a envoi de celui-ci au cortex moteur qui produit alors un mouvement corporel chez l'individu. Ce mouvement est modulé par la perception qu'a l'individu face à ce message. Ce mécanisme permet à l'individu d'associer une émotion à une réponse X, ce qui optimise la mémorisation de celui-ci. On peut donc percevoir le meilleur scénario possible et le conserver dans l'éventualité d'une mise en situation où certains stimuli sont familiers. Ces réponses peuvent être modulées aussi par les valeurs, les souvenirs, etc. L'étape précédente mène à la mémorisation. C'est ainsi qu'est atteinte la finalité du processus. Selon l'Encyclopédie Universalis, la mémoire est la propriété de conserver et de restituer des informations. Mais en réalité, la mémoire est beaucoup plus complexe qu'elle en a l'air. La mémoire peut être divisée en 3 grandes catégories temporelles. Tout d'abord, il existe la mémoire sensorielle immédiate. Elle se produit lorsqu'un individu reçoit un stimulus provenant de différents organes sensoriels, tels que les globes oculaires, les oreilles ou la peau, qui possèdent différents types de récepteurs. À l'aide de ces organes, nous enregistrons les différents stimuli provenant de l'environnement. Le tout se produit dans un laps de temps très court, soit d'environ 250 millisecondes. Après, on oublie tout. Il existe également la mémoire à court terme, qui survient lorsque l'attention d'un individu est focalisée sur un stimulus en particulier. Elle permet un traitement plus approfondi de l'information sensorielle pour ainsi retenir de 5 à 9 informations différentes en même temps. Il est par la suite possible d'utiliser l'information durant une trentaine de secondes. La mémoire à court terme est en lien avec la mémoire qu'on dit de travail. La mémoire de travail permet à une personne de réinvestir certaines informations acquises par la mémoire à court terme afin d'accomplir une tâche. C'est de cette façon qu'on peut, par exemple, retenir un numéro de téléphone le temps de le composer sur l'appareil. Finalement, on peut parler de mémoire à long terme. C'est dans celle-ci qu'un individu est en mesure de mémoriser une quantité illimitée d'informations pour une durée illimitée. 3 étapes sont nécessaires afin que des informations puissent être emmagasinées dans la mémoire à long terme. La première est l'encodage. C'est dans cette étape le traitement de l'information reçue est effectué, donnant ainsi un sens à l'information qui a été perçue. La seconde étape est le stockage. C'est l'étape critique pour la conservation à long terme de l'information. S'il y a des émotions particulières reliées à l'information, les chances que celle-ci soit conservée à long terme sont accrues. La dernière étape est la restitution. C'est à ce moment que l'information ayant été stockée est recherchée, puis utilisée par l'individu. Ainsi, les aires du cerveau ayant été activées lors du moment de l'acquisition de l'information vont de nouveau s'activer dans le but d'utiliser ces mêmes informations. Certaines parties du cerveau sont impliquées dans la mémoire. C'est d'abord l'hippocampe, faisant partie du lobe limbique, qui initie le processus de mémorisation. Le stockage de l'information se produit par la suite dans différentes zones du cortex selon la nature de l'information. Nous pouvons également décrire la mémoire de 2 manières qualitatives. D'abord, la mémoire déclarative permet de décrire par le langage ce qui est vu d'une manière consciente par un individu. Celle-ci fait intervenir le lobe temporal du cerveau. Il existe également la mémoire procédurale qui se produit plus inconsciemment dans les circuits cérébelleux du cerveau. C'est grâce à cette mémoire qu'il nous est possible d'effectuer certains enchaînements de commandes motrices. Nous pouvons illustrer ce type de mémoire en prenant comme exemple l'écriture à l'ordinateur. Lorsque nous écrivons sur un clavier, nos doigts connaissent la position exacte de chacune des touches afin d'écrire les mots ou les phrases désirées sans que nous soyons nécessairement en mesure de décrire, à voix haute et sans regarder le clavier, la position précise de chacune des touches. C'est particulier, non? Ainsi, nous avons fait le tour des différents types de mémoire.